C'est le livre scolaire qui fait problème en ce début d'année scolaire. Parents et élèves ne comprennent toujours pas le ping-pong qui se joue entre libraires et éditeurs qui n'arrivent pas à convaincre par leurs explications sur les raisons de la pénurie constatée de certains ouvrages. L'organe en charge de l'agrément des manuels scolaires, très disert avant la rentrée scolaire, semble aujourd'hui muet. Où sont donc passés les livres annoncés à grand renfort de publicité il y a quelques mois? La question est cruciale et interpelle le Conseil national d'agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques. Le secrétaire permanent du dit Conseil, le professeur Marcelin Vundaitoa, va enfin nous dire pourquoi le Conseil fait profil bas en ce moment. Le problème du livre scolaire au Cameroun est-il définitivement insoluble? Là est l'autre question. Professeur Marcelin Vundaitoa, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ibrahim Chérif. Alors, votre silence est assourdissant, dit-on. L'affaire si vous a-t-elle dépassé la question du livre? Il n'y a pas de silence qui vaille. Nous n'avons pas cessé de communiquer. Il y a une semaine, nous avons fait un point de presse auquel nous avons convié l'ensemble des médias. La CIA TV était représentée comme d'autres médias. Et nous avons, à cette occasion, communiqué sur la question de la disponibilité du manuel scolaire. Nous avons expliqué que les éditeurs ont 5 mois francs après la publication des listes pour mettre sur le marché les manuels ou qu'ils impriment ces manuels. La plupart de ces éditeurs impriment à l'étranger et au regard du niveau technologique des imprimeurs en Inde, en Chine, en Turquie, vous pouvez obtenir la livraison de plus de 100 000 exemplaires d'un livre après une semaine de votre commande. Et si vous comptez 45 jours maximum, parce que c'est entre 30 et 45 jours, le temps que les bateaux mettent pour traverser la mer et accoster à Douala, vous êtes à peu près, si vous avez passé vos commandes à votre imprimeur à bonne date, à moins de 2 mois. Les textes qui organisent le Conseil d'agrément des manuels scolaires disposent que les listes doivent donc être publiées 5 mois avant. C'est un temps suffisant pour organiser l'impression, où que ce soit dans le monde, le transport maritime, si vous imprimez à l'étranger, l'entreposage et la vente. Cette activité-là, si vous mettez le temps le plus long, ça vous prend 3 mois. Mais si vous commandez à votre imprimeur en Inde, en Chine ou en Turquie au mois d'octobre ou bien au mois d'août, à la fin du mois d'août, vous n'aurez jamais, en intégrant le temps du fret maritime, les livres suffisamment à temps. Cette année, je voudrais rappeler les dates auxquelles les listes ont été dûment signées et rendues publiques par les 2 ministres en charge de l'éducation. 9 mars pour le ministre de l'Éducation de base, c'est-à-dire 8 mois avant la rentrée. 12 mai pour le ministre des Enseignements secondaires, c'est-à-dire 5 mois et demi avant la rentrée. Donc, la responsabilité de l'absence des manuels sur le marché ne peut pas et ne saurait incomber au Conseil. Mais là n'est pas le problème. Donc, nous cherchons... Ni le Conseil, ni le gouvernement. Absolument pas. C'est qui? La responsabilité, c'est la fragilité des structures en charge de ce secteur dans notre pays. Il y a quelques années, quand nous arrivions en fin 2017, nous avons trouvé près de 150 éditeurs de manuels scolaires au Cameroun. Les libraires s'étaient mués en éditeurs parce que le métier de libraire consiste à vendre des livres qui ont été produits par quelqu'un d'autre et par un éditeur, et à retenir 20% de cet argent comme étant la quote-part libraire. Si vous vendez un livre à 1000 francs, vous avez 200 francs si vous êtes libraire, et les 800 francs, vous les reversez à l'éditeur. Alors les libraires, pour ceux qui ne connaissaient pas les réalités de ce métier, ont eu la naïveté de croire que comme ils vendaient le produit, ils devaient espérer au moins 50% des marges. Ils se sont mis en éditeur. Bon, nous avons commencé à assainir. Le travail du Conseil, la première année, a été de ramener tout le monde aux standards internationaux dans le secteur du manuel scolaire. Figurez-vous, M. Ibrahim Chérif, que des gens publiaient des livres qui étaient supposés être des manuels scolaires sans numéro ISBN, sans faire de dépôt légal et sans rien du tout qui attestait que c'était des manuels qui avaient été dûment édités. Vous pensez que ça a changé? Ça a énormément changé. Nous sommes partis de plus de 150 éditeurs à une soixantaine d'éditeurs. En ce moment, nous en avons 55. Et nous avons astreint tous ces éditeurs, à remplir les conditions standards
de production des manuels, c'est-à-dire avoir une maison d'édition établie, y employer des professionnels du secteur de l'édition, avoir des personnes qui lisent, qui corrigent les textes. Nous avons, vous vous souvenez du gros scandale du livre qui avait été mis entre les mains des enfants et qui comportait pratiquement des fautes à toutes les pages. Le métier d'éditeur, c'est un métier spécialisé, c'est un métier technique dans lequel sont entrés beaucoup de gens beaucoup de commerçants. Voilà, qui comprennent maintenant que les choses se font différemment. Donc ça a été la première chose. Et l'une des choses que nous avons faites en arrivant au Conseil, c'est qu'à l'époque, vous pouviez faire n'importe quoi et vous veniez déposer au Conseil pour l'agrément, sans que vous donniez la preuve de quoi que ce soit. Nous avons imposé à tous les éditeurs, comme cela se fait dans d'autres pays, qui participent aux appels d'offres pour la production des manuels scolaires, de payer des frais de participation à cet appel d'offres qui sont reversés dans le trésor public. Pour chaque livre que vous voulez inscrire au programme, désormais, vous payez 50 000 francs. Donc, il faut être minimalement convaincu qu'on a un produit compétitif pour oser risquer ces 50 000 francs. La deuxième chose, nous avons imposé... Pas cher payé. Hein. Oui, c'est pas cher payé, mais c'était le premier tamis. La deuxième chose, c'est les conditions administratives de participation aux appels d'offres. Pour être éditeur désormais, il faut avoir une adresse à laquelle on peut vous retrouver. Il faut avoir des locaux. Et l'année passée, et c'est ce qui est l'une des causes du problème de la pénurie de certains manuels, nous avons imposé à tous les éditeurs d'avoir un entrepôt. Le livre, quand il est produit par un éditeur, est une marchandise qu'il garde par devers lui jusqu'à ce qu'il trouve un client. Alors, si vous avez un manuel scolaire que vous devez imprimer en 100 000 exemplaires, il faut bien que vous ayez un endroit où vous l'entreposez avant que le diffuseur, le distributeur et le libraire ne vous passent des commandes pour enlever la marchandise de vos entrepôts. Professeur Vouna, merci pour ces explications. Mais la question est, nous sommes 2 semaines après la rentrée scolaire. Où sont les livres scolaires? Quelle est la situation? Alors, il y a 2 semaines, la situation était différente de ce qu'elle est maintenant. Il y a 2 semaines, je voudrais d'abord vous dire que nous avons 289 manuels inscrits au programme de la maternelle à la fin de l'enseignement secondaire dans les 2 sous-systèmes de l'enseignement général, c'est-à-dire maternelle terminale et nursery 1, upper 6, c'est-à-dire la terminale dans le sous-système anglophone. Alors, sur ces 289 manuels, il y en a 31 qui manquaient il y a 2 semaines. Et ces 31 manuels étaient produits par 6 éditeurs. Un de ces éditeurs, qui est un éditeur français, Hachette, pour ne pas le nommer, avait 20 titres dans les 31 manuels qui manquaient. Il y a 1 semaine exactement, la première cargaison des ouvrages de Hachette est arrivée au port de Douala. Les livres ont été sortis et sont en circulation. Et comme c'est une quantité qui n'est pas suffisante, un autre bateau contenant des manuels de Hachette a accosté au port de Douala et les livres seront mis en vente à partir de la semaine prochaine. Donc, des 31 manuels qui manquaient il y a 2 semaines, il n'en manque plus que 5. Et les 5 éditeurs de ces manuels-là sont des éditeurs nationaux. Le premier, c'est les éditions CPR, qui se sont proposées cette année d'entrer dans le secteur des manuels scolaires et qui ont un bon projet de manuel de mathématiques pour les classes de première D. Ce manuel a été agréé depuis le 12 mai. Mais il n'est pas encore sur le marché. Ce manuel n'est pas encore sur le marché parce que l'éditeur en question nous a dit qu'il a eu quelques difficultés. Ses comptes ayant été bloqués, il a cherché des solutions endogènes, internes. Et l'imprimeur qu'il a trouvé localement, malheureusement, n'a pas l'équipement qui lui permet de produire comme les grandes industries d'impression qui peuvent faire 10 000, 20 000 exemplaires à l'heure ou à la journée. Donc, il fait le manuel à un rythme un peu trop lent parce qu'il le fait sur d'anciennes machines et d'ici à lundi, nous aurons le manuel. Maintenant, le deuxième éditeur concerné par les 5 manuels qui restent sont les éditions clés qui ont 3 manuels de sciences SVT, de classe de seconde A, seconde C et de première D qui normalement devaient être dans un bateau qui a accosté le 12 mai. Si on met un retard de 3 jours, comme cela nous a été expliqué par les spécialistes du fret maritime, normalement, le bateau... Qui a accosté le 12 octobre. Le 12 octobre, pardon. Donc, le bateau contenant les manuels de clés devrait être à quai à Douala et à partir de la semaine prochaine... Est-ce qu'on peut dire que d'ici à la fin du mois d'octobre, tous les manuels seront... Absolument. D'ici à la fin du mois d'octobre, les 5 manuels qui manquent seront dans les librairies. Et je voudrais dire, pour le dernier manuel, qui est une œuvre
nouvellement inscrite dans le programme de classe de première, une œuvre d'Émile Zola qui a pour titre Au bonheur des dames, que cette œuvre-là a été confiée en impression à un éditeur camerounais qui s'appelle La Mangrove, et cet éditeur-là est en cours de production de ce manuel. Je voudrais relativiser la gravité de l'absence de ce dernier manuel parce que j'ai questionné un professeur de français qui m'a dit qu'en français, on commence l'enseignement par la poésie. Donc en première, on va enseigner Balafon d'Angelbin 20 pour ce premier trimestre. Et en terminale, on va commencer par Capitale de la douleur. Donc qui on a le temps de voir venir arriver sur le le marché ce livre et qui ne saurait tarder. Professeur Marcelin Mvunda-Etoa, merci de vous prêter ainsi à nos questions. Vous répondrez également tout à l'heure aux questions des internautes, questions rassemblées par Elvis Mbimba. Actualité hebdo, sons et images de la semaine qui s'achève. Le livre scolaire, si rare que ça, c'est une question et la réponse est dans ce reportage que signe Agnès Solange Abessolo. La semaine politique et sociale avec Augustin Guizana et Franck Evina, le contentieux préélectoral pour les régionales, la déclaration du ministre de la Communication, réaction au communiqué du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, la rentrée académique et bien sûr la lutte contre la pandémie du coronavirus au Cameroun. Madame, Messieurs, merci de votre fidélité à Actualité Hebdo. La suite de cette émission, c'est dans un tout petit instant. Notre invité, le professeur Marcelin Mvunda-Etoa. La question, c'est où est donc passé le livre scolaire 2 semaines après la rentrée scolaire? A tout de suite. Professeur Marcelin Mvunda-Etoa, quelle est la responsabilité des uns et des autres dans cette affaire? Vous avez dégagé la responsabilité et du gouvernement et du Conseil national d'agrément des manuels scolaires. Si on parle maintenant des éditeurs, c'est quoi leur problème? C'est quoi leur responsabilité dans cette affaire? Alors, il faudrait classer les éditeurs en 2 catégories. Les éditeurs étrangers ont la responsabilité, lorsqu'ils viennent participer à des appels d'offres au Cameroun, de satisfaire à toutes les exigences de ces appels d'offres, dont l'une consiste précisément à avoir un entrepôt. Un entrepôt, c'est un magasin dans lequel vous stockez une marchandise avant de la mettre sur le marché. Ce qui se passe, ce qui s'est passé jusque-là et qui explique le retard criard des manuels d'un éditeur étranger sur le marché, c'est que les éditeurs étrangers n'ont jamais eu la responsabilité de fabriquer les livres dont ils avaient obtenu l'agrément, de les transporter par eux-mêmes jusqu'au Cameroun, de les entreposer et de les gérer une fois au Cameroun. Je voudrais vous dire, Monsieur Chérif, que seuls les livres de SIL CP maternelle ont changé pour le primaire et seulement de classe de première pour le secondaire. Tous les autres livres, à l'exception de ceux que je viens de citer, tous les éditeurs savent qu'ils sont encore au programme pour 2, 3, 4 ans. Il n'y a donc pas d'entrepôt. Voilà. Pourquoi? Il n'y a pas d'entrepôt. Je ne vais pas essayer de lire dans la boule de cristal, mais je pense que c'est des entreprises qui ne veulent pas prendre des risques au Cameroun. Parce que risquer d'avoir un entrepôt, c'est risquer d'y entreposer de la marchandise. Et je pense que ça a un coût aussi que ces éditeurs ne veulent pas acquitter. Parce qu'un entrepôt, si vous n'avez pas de bureau, vous devez le louer. Et la location a un coût. La gestion de l'entrepôt, de la marchandise dans l'entrepôt a un coût. Mais paradoxalement, on dit que le marché du livre au Cameroun, notamment le livre scolaire, que ce marché-là, il est porteur. Il rapporte beaucoup. C'est un marché plus que porteur, parce que c'est un marché captif. Il n'y a pas un parent normal qui ne voudrait pas que son enfant aille à l'école avec tous les manuels. Conclusion, il va acheter nécessairement les manuels. Et l'achat des manuels se fait sur une période courte. Je crois que c'est pour ça que certains éditeurs étrangers n'ont pas cru et ne croient toujours pas devoir avoir des entrepôts. Il y a moyen de les y obliger. Il y a moyen de les y obliger. Et je pense que nous allons vers cela parce que nous avons mis en demeure les éditeurs qui étaient en retard et nous avons fait faire des constats par des huissiers que des éditeurs ayant participé à l'appel d'offres pour produire les manuels pour cette année et qui devaient avoir dans leur dossier administratif un contrat de bail d'un entrepôt ou un acte de propriété d'un entrepôt, ont fourni des documents qui n'étaient pas exacts. Nous avons fait des descentes pendant le mois d'août.
dans les principales villes où sont localisés ces éditeurs, nous n'avons pas vu d'entrepôt pour plusieurs éditeurs. Et ces éditeurs auront l'obligation de nous présenter leurs entrepôts s'ils veulent participer à de prochains appels d'offres. Ça, c'est la question, l'autre question, oui. C'est est-ce que finalement ces éditeurs-là, sur la place du Cameroun, ne se comportent pas un peu comme des sortes de mafieux? Je n'oserais pas dire mafieux, mais je voudrais simplement... Est-ce que le marché du livre lui-même n'est pas une grosse mafia au Cameroun? Non, il n'y a pas de mafia dans le marché du livre. Je pense qu'il n'y a pas de mafia. Je ne sais pas ce que vous mettez dans le mot mafia, mais je voudrais vous dire comment... Pratique anormale, pas correcte. Non, ce qui se passe, c'est que les ministres... Un peu de corruption. Je n'en sais pas, je n'en sais rien, je ne peux pas témoigner de quelque chose que je n'ai pas vécu, mais je voudrais simplement dire que tel que nous concevons le travail qui nous a été confié, il consiste à préparer les appels d'offres que les ministres signent pour dire quelles sont les caractéristiques des livres que nous voulons mettre dans les programmes. Les éditeurs les préparent, les proposent à l'agrément. Les livres qui sont agréés sont ensuite corrigés par leurs éditeurs parce que la session d'agrément est une session d'évaluation. Les fautes sont corrigées, les lacunes contenues dans les manuels sont relevées pour que les éditeurs bonifient, améliorent le contenu de ces manuels. Une fois que les listes sont ainsi publiées, c'est la responsabilité des éditeurs de chercher l'argent pour les imprimer. Et je voudrais vous dire que si j'ai dit que les entrepôts peuvent être le problème chez les éditeurs étrangers, chez les éditeurs camerounais, le problème est essentiellement financier. Il est financier parce que chaque fois que vous imprimez un livre, s'il se vend 1000 francs sur le marché, le coût d'impression que vous devez payer à 50% à l'avance quand vous passez votre commande et à 50% restant à l'enlèvement de la marchandise représente à peu près 25% du prix du livre. Donc si un livre se vend 1000 francs sur le marché, l'éditeur qui en a obtenu l'agrément paye à l'imprimeur 250 francs pour imprimer le livre. Et si vous considérez que les quantités pour le primaire, c'est 100 000 exemplaires, il faut 25 millions. Quand vous passez la commande à un imprimeur indien, soit vous payez les 25 millions en totalité, il fabrique le livre et il le met à votre disposition, soit vous payez 50%, c'est-à-dire 12 millions et demi. Professeur, et on est donc surpris que, on va dire, ce soit des hommes d'affaires qui s'engouffrent dans ce milieu-là avec donc les conséquences que l'on voit? Non, je pense que c'est un secteur qui n'a pas retenu l'attention des banquiers et des financiers parce que en l'état ancien des choses, personne ne pouvait y voir clair et personne ne pouvait se risquer à mettre son argent là-dedans. Désormais, le manuel scolaire est une affaire à tout le moins sûre pour rentabiliser le capital qu'on y a mis. Si par exemple, l'éditeur qui a le manuel de première D avait eu un financier qui avait compris que c'est un produit sécurisé, si vous prenez ce manuel-là, combien d'élèves y a-t-il en première D qui soient capables d'acheter un manuel de mathématiques? Vous en avez au moins 50 000. Donc, imprimer même en 25 000 exemplaires, ce sera déjà ça. Il faut au moins 30 millions de francs à cet éditeur. Et les 30 millions de francs sont rentabilisés sur une période de 3 mois. C'est-à-dire que les parents achètent les livres avant la rentrée, pendant la rentrée et peu après la rentrée. Donc, en moins de 3 mois, cet éditeur aurait écoulé tous ses livres et aurait fait les marges bénéficiaires qui lui étaient dues pour le travail ainsi fait. Malheureusement, n'ayant pas eu les financements et n'ayant pas accroché un financier ou un banquier, il s'est retrouvé en train de se débrouiller. Et c'est principalement le problème que nous avons avec les éditeurs locaux. C'est la débrouille qui fait problème. Tout à fait. Je vous propose ce reportage de Agnès Solange à Besseleu. Le livre scolaire est-il si disponible que ça? Suivez plutôt. 2 semaines après la reprise des cours, tous les livres scolaires ne répondent toujours pas à l'appel. Les champions sont en train d'arriver, comme vous voyez là. Le livre des SVT, c'est seconde et de première. Seconde A, seconde C, première D. Parmi les raisons attribuées à l'absence de certains manuels scolaires dans les rayons, il y a certes le retard accusé au fret pour les internationaux et l'insuffisance des ressources financières chez les éditeurs nationaux. La raison majeure, c'est l'incapacité financière. Celui qui imprimait 15 000 livres et qui subitement doit imprimer même 50 000, mais c'est beaucoup de moyens. Un manque de financement criard qui en appelle à la mobilisation des institutions bancaires. Un livre qui est mis au programme cette année va durer 6 ans.
Alors, comme elle va durer 6 ans, si vous faites un peu d'ingénierie financière, vous allez vous dire, OK, la capacité du marché est peut-être de 20 000. Mais est-ce que je ne peux pas convaincre mon banquier ou bien mon pourvoyeur de fonds pour qu'on en imprime 100 000, étant entendu que ça reviendra 4 fois moins cher d'imprimer 100 000. Il faut bien que l'État s'implique davantage quant à ce qui concerne les contenus, mais aussi en ce qui concerne la fabrication. Que l'État stimule les banques pour pouvoir aider. Des dispositions à prendre qui nécessitent incontournablement une prise de conscience profonde chez les éditeurs locaux. Être sérieux, être vraiment professionnel dans ce qu'on est en train de faire. Il n'y a pas de banque qui va vouloir fonctionner avec un client qui n'est pas sérieux. Un partenaire ne voudrait pas fonctionner avec un autre qui n'est pas sérieux. Donc c'est du sérieux et du professionnalisme. Un chemin cartésien tout tracé, imposé à une industrie locale du livre scolaire, encore en berne. Les clés du succès sont indiscutables. Entre-temps, les enseignants se sont réorganisés pour ne pas accuser de retard. Nous avons ce qu'on appelle livre-programme, qui est un livre produit par les inspecteurs qui donne en détail ce qui doit être fait dans la classe. Le gendarme des manuels scolaires et matériels didactiques au Cameroun annonce par ailleurs un resserrement des mailles du tamis pour réduire le quota à une quinzaine de très bons éditeurs avec un financement crédible. Professeur Marcelin Wundaetoa, c'est vous, disons le conseil, qui êtes le gendarme, on va dire, de ce secteur-là. Est-ce que vous avez l'impression que les hommes d'affaires camerounais ont compris ce qui se passe dans la filière du livre scolaire? Je pense qu'ils comprennent de plus en plus. Je voulais vous rappeler, M. Chérif, que ça fait seulement 2 ans et demi que nous sommes là. Et ce qui se passait avant, comme je l'ai dit, n'avait pas la clarté et les assurances qui permettaient aux hommes d'affaires de s'y engager. De plus en plus, les gens comprennent. Je vous ai dit tout à l'heure que la vente des manuels scolaires dure à moyenne 3 mois, un peu avant la rentrée, pendant et après. Si vous réussissez à convaincre un imprimeur, et si vous êtes suffisamment crédible pour qu'il imprime toutes les quantités de livres que vous voulez, et s'il vous donne 90 jours pour payer, c'est le temps de vendre tous ces livres et de payer votre facture chez l'imprimeur. Mais si, après que l'imprimeur vous a fait confiance, vous prenez son argent, vous en faites autre chose, au lieu de le payer, vous utilisez l'argent autrement, quand vous revenez, il n'imprime plus à crédit. Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que pour le Cameroun, le problème, c'est le trop-plein d'ouvrages étrangers? Non, il n'y a pas un trop-plein d'ouvrages étrangers, c'est ne pas connaître le programme. Je ne sais pas si par ouvrage étranger, on entend des ouvrages écrits par des étrangers. Non, des ouvrages édités à l'étranger, par des étrangers. Édités par Vous avez parlé de Hachette tout à l'heure, il y en a d'autres. Ils sont 5 sur les 55 éditeurs qui compétissent chaque année au Cameroun. Ils sont 5. Alors, les éditeurs, même quand ils sont locaux, pour la plupart, quand ils recherchent la qualité, impriment à l'étranger. Donc, le problème n'est pas le lieu d'impression. Et tous les auteurs des manuels au programme au Cameroun sont camerounais, même quand ce sont des éditeurs étrangers qui les emploient. Donc, la capacité de produire les manuels se pose essentiellement en termes financiers. En termes techniques aussi, parce que de nombreux éditeurs camerounais doivent être accompagnés pour qu'ils atteignent le niveau de performance du point de vue de la production des contenus des manuels qui garantissent des manuels de bonne qualité. Parce que jusque-là, on a encore des éditeurs qui ne savent pas quel est le rôle d'un relecteur et qui nous proposent des manuels truffés de fautes. On a encore des éditeurs qui ne savent pas quelle est l'importance d'un illustrateur et qui nous produisent des manuels avec des illustrations vraiment inappropriées. Nous avons encore des éditeurs qui n'ont pas de bons infographes et qui ne savent pas faire la mise en page la plus élémentaire. Et comment est-ce qu'ils réussissent à passer entre les mailles du filet? Je vous ai dit que nous étions 150 à peu près. Et ce dont je parle, c'est de façon générale pour tous les éditeurs. Est-ce que ces brebis galeuses-là existent encore, si j'ose dire, sur le marché? Je pense qu'elles n'existent plus. Mais nous avons la responsabilité d'accompagner ceux qui offrent des signes, qui présentent des possibilités et qui ont un potentiel pour devenir de grands éditeurs. Je voudrais dire que dans le secteur de l'édition, assez souvent, et c'est pourquoi les maisons d'édition, pour la plupart, ont le nom de leur fondateur, c'est une initiative individuelle. C'est quelqu'un qui devient éditeur, qui commence
par de petits moyens et qui grandit progressivement. Et notre responsabilité, puisque il est bon et il est juste, il est équitable que les éditeurs camerounais grandissent et augmentent pour que nous ne soyons pas accusés d'expatrier toute la production des manuels scolaires au Cameroun. Nous avons la responsabilité de les accompagner et nous avons commencé à le faire, M. Chérif. Tous les éditeurs qui proposent des manuels à l'agrément, s'ils ont été agréés, et même quand ils n'ont pas été agréés, reçoivent à leur demande une fiche d'évaluation de leur manuel avec toutes les observations qui ont été faites. Quitte à eux après d'en tenir compte pour ceux qui n'ont pas été agréés, pour améliorer les capacités de leur personnel. Ceux qui sont agréés, il n'y a aucun, je voudrais vous le dire, aucun manuel agréé qui n'a pas fait l'objet d'observation et de correction. Ce qui se passe, c'est que nous demandons désormais aux éditeurs de nous produire des spécimens. Avant, les éditeurs produisaient déjà des quantités de livres, 5 000, 10 000, 20 000, et puis ils envoyaient un exemplaire au conseil. Quand ils étaient retenus, les observations qui étaient faites au moment de l'évaluation ne servaient à rien. Maintenant, nous demandons aux éditeurs, et cela est possible parce qu'avec la technologie qui évolue, on peut faire ce qu'on appelle du print on demand. Vous avez fini la maquette d'un ouvrage que vous voulez proposer à l'agrément, vous commandez à votre imprimeur 10 exemplaires. Ça coûte légèrement 10 à 20% plus cher que si vous imprimez 10 000, mais avec 10 exemplaires... Ils permettent d'évaluer, de travailler. Voilà. Et quand on a évalué, vous avez donc l'exemplaire et la fiche d'évaluation qui permet de bonifier la maquette de votre livre avant de lancer la production à grande échelle lorsque vous avez été agréé. Alors, il y a donc la question des éditeurs, la question des libraires, mais il y a la fameuse question, et c'est le conseil d'agrément du livre scolaire qu'il avait lancé il y a 2 ans, cette fameuse question sur le livre unique dans chaque matière. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Monsieur Chérif, je voudrais revenir rapidement sur la question du libraire avant de venir à celle du livre unique. La question du libraire se pose en des termes simples. C'est des termes financiers. C'est-à-dire que c'est un commerçant, point barre. Le libraire ne peut obtenir de l'éditeur qui, lui, a déjà payé sa facture 100% chez l'imprimeur, les livres à crédit. Les libraires qui veulent les livres doivent donc avoir un peu d'argent. Et pour un libraire qui commande des livres de la maternelle en terminale, dans les 2 sous-systèmes d'enseignement, s'il en commande 100, il lui faut 120 millions de francs pour commander 100 exemplaires de tous les titres au programme de la maternelle à la terminale dans les 2 sous-systèmes. Vous pensez que les libraires camerounais, tels qu'on les voit évoluer aujourd'hui, en sont capables? C'est exactement le problème qui s'oppose à eux. Et en termes de surface, moi j'ai fait le tour de ce pays. Vous ne trouvez pas, à l'exception de 2 ou 3 libraires à Yaoundé et à Douala, un libraire qui vous présente une surface de 20 mètres carrés. C'est des réduits, des espaces confinés dans lesquels non seulement vous avez les livres, vous avez les autres fournitures scolaires, parce que la papeterie est également un bon marché en période de rentrée. Les sacs d'élèves, les cahiers, les bics et tout cela y passe. Donc le problème des libraires, c'est le problème de la capacité à donner soit des garanties à l'éditeur pour avoir des stocks, soit de l'argent frais pour avoir les mêmes stocks. Alors, donc lorsque vous allez dans une librairie, et si le libraire vous dit qu'il n'y a pas les livres, c'est peut-être qu'il n'a pas eu suffisamment d'argent pour commander les livres que vous voulez. Parce que ce qui se passe dans le secteur, les libraires ayant peu d'argent prennent les produits phares du secteur du manuel scolaire, qui sont le livre de français, le livre de mathématiques. Si vous venez demander le livre de TIC, le livre d'histoire géo à un petit libraire, il n'aura pas de stock, parce que l'écoulement de ces stocks est plus lent. Voilà le problème des libraires. Il leur faut de l'argent liquide, ou à défaut être crédible auprès des éditeurs. Maintenant, le diffuseur, c'est-à-dire celui qui transporte la marchandise de l'éditeur et qui va vers le libraire, parce que le libraire, lui, il a un point fixe. Il a passé sa commande. Celui qui se déplace entre l'éditeur et le libraire, c'est le diffuseur. Le diffuseur, c'est le grossiste dans le secteur du manuel scolaire. À côté du diffuseur, il y a le distributeur qui est le semi-grossiste. C'est lui qui prend donc les commandes de petits libraires, qui les adresse au diffuseur. Et lorsqu'il a les livres, il va donc les donner à chacun de ceux-là, moyennant garantie ou paiement. Si un diffuseur ou un distributeur commande 1000 exemplaires, je dis bien 1000 exemplaires de chaque titre des 2 sous-systèmes, de la maternelle à la terminale, il lui faut 1,2 milliard, monsieur Chérif. On en trouve sur place ici? Voilà encore le problème. Donc,
Le problème est soit de la surface financière, soit de la crédibilité des acteurs. Parce qu'un libraire sérieux, un distributeur sérieux, c'est-à-dire qui paye ses dettes, peut obtenir d'un éditeur qui n'a pas intérêt à ce que les livres soient stockés au-delà de la période de vente de la rentrée, pourrait les lui donner en dépôt-vente. C'est comme ça que ça se dit dans le secteur. En dépôt-vente, c'est que vous n'avez pas payé. Mais quand vous allez vendre, vous allez payer. Mais il y en a qui vendent et qui ne le payent pas. Alors, des libraires fauchés, des éditeurs fauchés, le secteur... non, pas tous. Pas tous. Il y a de bons distributeurs, il y a de bons libraires au Cameroun, mais ils ne sont pas en nombre suffisant pour être capables de donner l'envergure que nous voulons au secteur du manuel scolaire. Et je pense que... et ça va durer longtemps. La transparence qui s'installe va davantage attirer des personnes sérieuses dans le secteur. Je n'en doute pas, M. Chérif. Si dans les 2-3 prochaines années, les choses se consolident, il y aura de l'argent à gagner en étant diffuseur, il y aura de l'argent à gagner en étant libraire. Et c'est moins compliqué parce que ces métiers-là sont des métiers de vente. C'est l'éditeur qui a des problèmes d'un autre ordre parce qu'il doit avoir des auteurs de qualité qui comprennent, qui interprètent le programme et qui produisent de bons manuels. Je voudrais en venir à votre deuxième préoccupation qui est celle du livre unique. Le fameux livre unique par matière. Le fameux livre unique par matière. Quelle est l'évaluation qu'on en fait aujourd'hui? Je voudrais faire une précision avant d'en faire l'évaluation. La première chose, c'est que lorsque le Premier ministre signe le décret du 23 novembre 2017 qui réforme le secteur du manuel scolaire et qui impose la politique du livre unique, des réformes sont déjà engagées dans le système de l'enseignement secondaire qui consiste à refondre le programme. Donc, en 2014, le ministre des enseignements secondaires de l'époque a signé la validation des nouveaux programmes de tout le premier cycle de l'enseignement secondaire général. Et la réforme du programme entraîne conséquemment une mise à jour des manuels. Nous sommes passés de l'approche par objectif à l'approche par les compétences. Absolument. Il faut que les manuels soient conformes à cette nouvelle approche. Et depuis 2014, tous les manuels du premier cycle sont conformes à l'approche par les compétences. C'est pourquoi, depuis que nous sommes arrivés au Conseil, aucun livre de la 6e en 3e n'a changé. Et ils vont rester ainsi 6 ans. Voilà pourquoi la politique du livre unique par matière, à ce niveau-là, s'applique sans changement. Alors, cette réforme des programmes étant progressive, il y a 2 ans, les programmes de classe de seconde ont été validés et les livres de cette classe-là ont été remplacés, mis à jour pour les conformer à la réforme qui a commencé en 2014. Cette année, nous avons atteint la classe de première et les livres de première changent pour la même raison. Nous ne pouvons pas avoir des livres qui ne soient pas conformes au programme. Voilà pour l'explication des changements des livres de classe de première cette année. Alors, le rythme de l'enseignement de base n'a pas été le même. Les nouveaux programmes conformes à l'approche par les compétences de l'éducation de base, les nouveaux programmes ont été validés en 2018. Et c'est en 2019 que nous avons lancé l'appel d'offres. Et le ministre de l'Éducation de base nous a demandé de faire une entrée progressive, ce qui est logique, des manuels conformes au nouveau programme. C'est pourquoi cette année, les manuels de la maternelle, de la CIL et le CP ont changé. Ceux de CE1, CE2 changeront l'année prochaine pour la même et bonne raison. Et dans 2 ans, ceux de CM1, CM2. Donc, quand les parents disent qu'on avait dit qu'on passerait au livre unique, qui resterait 6 ans dans les programmes, et qu'ils constatent que le livre de la CIL a changé, ils ne prennent pas en compte le fait qu'on est en train d'adapter les manuels. Et on se dit que cette réforme ou ces réformes-là, elles s'achèvent quand? La réforme de vous aurez l'enseignement atteint secondaire. vos objectifs quand? La réforme, c'est-à-dire la mise à jour des manuels du secondaire pour les conformer à la réforme qui a commencé en 2014 s'achève l'année prochaine avec les classes de terminale de l'enseignement secondaire général. Dans le sous-système anglophone, elle s'achève cette année parce que les classes de Upper 6 et Lower 6 ont sensiblement les mêmes manuels. Voilà. Et ils avaient une année d'avance sur la réforme des programmes. Au primaire, la réforme s'achève dans 2 ans. Et dans les 2 prochaines années,
nous n'aurons plus à changer les manuels qui auront été agréés, sauf si au terme de l'enquête triennale, c'est-à-dire que le texte qui crée le conseil dit que tous les 3 ans, on doit revisiter le contenu des manuels pour voir s'il y a des mises à jour qui peuvent être faites. Absolument. Voilà. Entre-temps, parce que le monde évolue. Voilà, c'est exact. Professeur Marcellin Vunda-Etoua, je vous propose notre semaine politique avant la suite de cette émission. Nous allons donner la parole aux internautes tout à l'heure. Voici la semaine politique d'actualité hebdo avec en bonne place le contentieux préélectoral pour les régionales. Voici Augustin Guizana. Régional 2020, la page du contentieux préélectoral s'étourne progressivement. Les différents tribunaux administratifs ont rendu leur verdict dans les départements où des requêtes ont été déposées par des partis politiques et même des individus. Dans la région de l'Ouest, la décision du tribunal administratif de Bafoussam a été favorable aux représentants du commandement traditionnel de la Ménois. On a encore la preuve que, étant Camerounais, on peut compter sur la force de nos institutions judiciaires. Dans l'Ovouri, région du littoral, le tribunal administratif de Douala a jugé la requête de l'UPC aux fins de réhabilitation de sa liste recevable. Dans l'ensemble, Elections Cameroun se réjouit des verdicts du contentieux préélectoral en vue de l'élection des conseillers régionaux le 6 décembre prochain. Maintenant, l'organe en charge des élections doit procéder au réajustement des listes. Un collaborateur du président Amoyoka a forgé le nom d'un électeur qui n'existe pas dans la liste électorale, sauf que le plaignant a été réhabilité et notre collaborateur, compte tenu des dispositions du code électoral, sera puni. Il y a donc plus de contre-vérités, comme c'est le relayé cette semaine par les experts rapporteurs spéciaux du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a répondu que cette prise de position est partiale, subjective et biaisée. Les experts du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, dont on peut comprendre l'élan de solidarité envers un confrère en déshérence, doivent bien se raviser. Car il apparaît clairement qu'ils ont été induits en erreur sur la véracité des faits. Le ministre des Relations extérieures a accordé une audience à l'ambassadrice d'Allemagne au Cameroun. En effet, l'ambassade du Cameroun à Berlin a fait l'objet d'attaques ces derniers temps. Et le jeune Belambela a voulu savoir davantage sur les mesures que ce pays a prises pour protéger l'édifice et le personnel. Ce n'est pas seulement notre obligation comme État de protéger des ambassades étrangères. Nécessaire, vraiment nécessaire pour d'avoir de bonnes relations bilatérales. A versé dans l'actualité diplomatique cette semaine, le décret du président de la République Paul Biya, nommant M. Mpouel Balalazar à compter du 15 octobre 2020, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Cameroun auprès de la République du Congo. Dans l'actualité politique cette semaine, c'est le séjour du Premier ministre et chef du gouvernement à Douala. Chief Dr Joseph Dion Gouté est allé inaugurer la drague du port autonome de Douala qui a pour nom de baptême Dika Pondo Aqua. La communauté portuaire voit en l'acquisition de ces engins nautiques un cap de la compétitivité franchi par le Cameroun. Nous sommes fiers que cette entreprise puisse se positionner à ce niveau-là. Le port de Douala-Bonabéry n'est pas seulement le port du Cameroun, mais c'est aussi et surtout le port de tous les acteurs de la zone CEMAC. Pour réussir tous ces défis du développement, civils et forces de défense et de sécurité doivent être en bonne santé. Et le ministre de la Défense compte sur le CRESAR, le Centre de recherche de santé des armées, vieux de 10 ans, a reçu la visite de Joseph Betty à Somo dans un contexte de lutte contre le Covid-19. C'était notre semaine politique signée Augustin Guizana. Alors, place aux internautes maintenant, professeur Marcellin Vunda-Etoua. Karina 2 dit « Pourquoi le gouvernement camerounais ne produit et ne fournit-il pas le livre scolaire pour éviter une certaine marchandisation qui pèse sur les familles ?» Alors, l'État doit davantage s'engager? C'est possible que l'État s'engage. Nous avons fait du benchmarking en Tunisie. Nous avons constaté qu'en Tunisie, il y a un organe qui produit les manuels scolaires, qui les entrepose dans les gouvernorats. Ici, on a eu le CEPER à un moment donné, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, enfin, je ne sais pas si ça n'a pas marché, mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes dans un secteur libéralisé. Je crois que c'est pour ça que l'État ne veut pas produire les manuels scolaires, mais je pense que l'État, s'il le voulait,
auraient les capacités de le faire. Mais je ne suis pas sûr que tous les acteurs en ce moment dans le secteur seraient d'avis que l'État vienne prendre ce qu'ils considèrent comme un marché libéral auquel ils ont droit. Winston Tuisse dit « Pourquoi trouve-t-on des livres différents d'un établissement à un autre ?» Alors, il se trouve qu'il y a quelques éditeurs mauvais perdants qui s'entendent avec quelques chefs d'établissement véreux pour ajouter des manuels sur les listes. Il ne devrait y avoir sur l'ensemble du territoire aucun livre en plus de ceux qui sont contenus dans les listes signées par les ministres en charge de l'éducation. Il y a possibilité de contrôler? Oui, nous sommes engagés dans une dynamique qui va nous permettre de contrôler avec des gens qui ont qualité, et dès la semaine prochaine, vous aurez des nouvelles sur les contrôles qui se font dans les établissements pour amener l'orthodoxie dans le respect des listes. Kriser Akiyesi dit « Le Cameroun peut-il produire des manuels permanents qui ne changeraient que lorsque les curricula sont modifiés ?» On revient au débat que nous avons eu tout à l'heure. Tout à fait, c'est exactement ce qui se passe. Les manuels actuels sont permanents et ne changent que si les curricula ont changé ou que si après 3 ans, il y a des mises à jour qui s'imposent. Zibama, alias Général, dit « Pourquoi n'imposez-vous pas l'impression des manuels scolaires au Cameroun ?» C'est un problème technique, non? C'est un problème technique. Je vous ai dit tout à l'heure que l'éditeur du manuel de mathématiques de première 2 a contacté un imprimeur il y a 3 semaines, et j'étais dans cette imprimerie personnellement, qui n'a pas fini de produire les quantités. Il a commandé 5 000 pour un départ. C'est-à-dire que les capacités techniques, technologiques de nos imprimeurs les capacités sont faibles, et les imprimeurs locaux invoquent également l'argument des intrants qui coûtent cher et qui ne leur permettent pas d'être compétitifs pour produire des manuels à bas prix. On ne sortira pas de ce débat-là. Alain Bertrand Bikoulé dit « Comment est organisée la chaîne du livre au Cameroun ?» Vous avez suffisamment expliqué cela. Tout à fait. Les manuels... Les maillons clés, c'est lesquels exactement? Alors, je voudrais dire, pour répondre à cette question, comment se fait l'évaluation? Les éditeurs prennent les programmes et sur la base de ce qui est prescrit par les programmes, conçoivent et écrivent des manuels. Ils les envoient au conseil qui les évalue. Et l'évaluation se fait à 3 niveaux. Question de forme, 25 points. Question de prix, 25 points. Question de contenu, 50 points. Et la moyenne sur le contenu conditionne la prise en compte des notes obtenues sur les aspects physiques et sur le prix du manuel. Yolande Bini, pourquoi maintenir des œuvres comme le Misanthrope au programme? Parce qu'il s'agit d'une culture universelle qui est transmise par ses œuvres. Il n'y a pas que le Misanthrope. À côté du Misanthrope, il y a des auteurs camerounais. Il y a bien Les Tribus de Capitoline, qui est un excellent roman sur des questions d'une actualité brûlante, qui est au programme à côté d'autres œuvres comme Balafon, à côté d'autres œuvres comme Petit Jo, Enfant de la rue. Donc, il s'agit, par l'inscription des classiques français dans les programmes au Cameroun, d'ouvrir l'horizon, parce que la littérature... Il n'est pas question d'enfermer les Camerounais dans leur monde à eux ici. C'est la bonne raison. Dos Miguel dit, y a-t-il un contrôle éthique de ces manuels ayant des textes traitant de sexe, par exemple? Ça nous ramène un peu à la fameuse polémique sur alors, parlant de sexe pour les tout-petits, quelque chose. Alors, la toute dernière polémique concernant le manuel de sciences de CE1, c'est un fake, comme on dit dans votre jargon. Vraiment un fake news. Un fake parce que ce texte-là n'a pas été pris dans un livre qui est au programme. On l'a suffisamment démontré, on a publié un communiqué en son temps pour dire qu'il n'y avait pas une leçon sur la sexualité ou sur la reproduction dans tout le programme de sciences de CE1. Aristide Mfifen dit « Pourquoi ne pas digitaliser les manuels scolaires et les mettre ainsi à la disposition en open access ?» Alors ça, c'est une... chose qui est envisagée, cela se fait en Tunisie par exemple, et la digitalisation a un coût parce qu'il faut avoir les droits. Qui va payer finalement? Voilà, il faut avoir les droits sur le livre qu'on met gratuitement à la disposition de ceux qui auraient dû acheter s'il était en version papier. C'est l'État qui devrait payer? Oui, il faut obtenir les droits. L'État peut faire rédiger les manuels par ses inspecteurs, les faire produire, et puis les versions digitales sont gratuites. Yolande Bini, encore, qu'est devenu le livre de SVT, Sciences de la vie et de la terre de 5e, qui a fait polémique il y a quelque temps? Vous vous en souvenez? Oui, le module
se rapportant aux pratiques sexuelles déviantes a été suspendu d'enseignement et l'éditeur est en train de réécrire ce module parce que la querelle, c'était de savoir est-ce qu'on peut utiliser des mots crus pour parler de choses qui sont pourtant importantes à des enfants. Et il a été convenu qu'il fallait en parler, mais dans des termes qui ne choquent pas. Mais quand un éditeur a fait ça une fois, on lui demande simplement de corriger, il n'y a pas d'autres sanctions? Ce n'est pas un éditeur qui a fait ça une fois. C'est l'interprétation du programme. En son temps, j'ai démontré que tous les 6 livres qui avaient été proposés par des éditeurs pour la classe de 5e de sciences avaient exactement les mêmes thèmes à quelque chose près. Un grand merci à Elvis Mbimba qui a collecté pour nous ces questions des internautes. Merci également à vous qui avez répondu. Je vous propose maintenant notre semaine sociale avec Franck Evina, la rentrée académique, la nouvelle taxation du téléphone portable et bien évidemment la lutte contre la pandémie du coronavirus au Cameroun. Voici la semaine sociale de Franck Evina. Campus universitaire en effervescence. Ce 15 octobre était jour de rentrée académique sur toute l'étendue du territoire national. Une reprise marquée par la prise de contact, l'orientation des bleus de la fac, la poursuite des opérations d'inscription et de prescription en ligne, ainsi que la réactivation des dispositifs anti-Covid-19. Tout un kit de lavage de mains, puis un contrôle du port systématique des masques. Dans les salles de classe ont été numérotées de façon à ce que la distanciation spatiale soit respectée. À côté du défi sanitaire, le défi sécuritaire dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. À l'université de Bamenda, le premier jour de l'année académique a permis aux forces de maintien de l'ordre d'affiner les stratégies à même d'endiguer le phénomène d'enlèvement des étudiants. 54 Camerounais, dont 12 femmes en situation irrégulière aux États-Unis, sont revenus au Bercail cette semaine par vol spécial. À leur arrivée autour de 14 h à l'aéroport international de Douala, passage obligé au dispositif anti-Covid-19, vérification des tests, puis embarquement dans des véhicules affrétés par les autorités régionales. Un rapatriement à mettre à l'actif des bons rapports entre le Cameroun et le pays de l'oncle Sam. Autre victoire diplomatique du pays cette semaine, l'élection de Mariatou Yap au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la protection civile. L'actuel directeur de la protection civile au ministère de l'administration territoriale a été élu au terme du deuxième tour du vote lors de la 24e session de l'OIPC à Genève par 30 voix contre 23 pour son adversaire libanais. C'est la victoire du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, parce que c'est lui qui a cru en moi et qui m'a proposé à ce poste comme candidate. Il m'a donné tous les moyens. Un nouveau paradigme fiscal est entré en vigueur cette semaine pour les smartphones, tablettes et autres modems. Pas de souci pour ces introduits au Cameroun avant le 30 septembre. Ils ont été dédouanés. Pour ça, entrer après cette date, les barrières fiscales ont migré vers une plateforme numérique. À partir donc, du 15 octobre, tous ceux qui vont se connecter pour une première fois recevront donc simplement un message qui indiquera le statut de leur téléphone. La plateforme qui gère le prélèvement automatique viendra à chaque fois pensionner juste un certain montant. Il y aura un message final qui indiquera que ce téléphone est désormais dédouané. Les stades de football transformés en hôpitaux de campagne dans la lutte contre le coronavirus retrouvent leur identité première. À Douala cette semaine, le ministre des Sports et de l'Éducation physique Narcisse Mouelekombi est allé notamment faire le point sur les travaux de démantèlement au stade Mbappé-Lépé. À Yaoundé, le ministre de la Santé publique Manaouna Malachi procédait au même exercice au stade militaire. Le gouvernement veut libérer ces aires de jeu et les réhabiliter pour le déroulement du CHAN en janvier 2021. Professeur Marcelin Mvunda et toi, nous sommes donc à 2 semaines après la rentrée. Vous avez dit tout à l'heure que les livres, d'une manière générale, ils sont disponibles quand même, malgré, mais 36 livres. Sur les 36, il n'y en a plus que 5 qui sont attendus et qui ne vont pas être attendus longtemps. Je vous ai dit qu'il s'agit du livre de maths. Vous donnez la garantie de ce que dès au plus tard à la fin de ce mois, tout sera mis sur pied. Oui, absolument. À la fin du mois, dès la semaine prochaine déjà, le deuxième bateau contenant les livres de Hachette sera à quai et les livres seront disponibles. Pour la deuxième vague des manuels de Hachette, il restera les 3 livres des éditions clés,
nous avons obtenu des éditions clés, le connaissement, c'est-à-dire le document du bateau qui transporte le livre et qui devait normalement accoster le 12 octobre. En principe, au courant de la semaine, les 3 livres de sciences de seconde A, de seconde C et de première D des éditions clés qui restaient attendus seront disponibles. Et il nous restera le roman. Et je vous ai dit que ce roman peut arriver sans préjudice sur la poursuite des programmes parce que les classes de terminale commencent l'enseignement de la littérature par l'œuvre de poésie qui a pour titre Capitale de la douleur. Donc nous sortons de cette situation avec plus de leçons à recevoir que de casses. Et les leçons, nous allons les tirer pour que les livres... C'est-à-dire que l'année prochaine, on ne va pas avoir ces problèmes-là, non, absolument. Pénurie de livres ici. Il ne serait pas raisonnable que l'année prochaine, on ait les mêmes problèmes. Les éditeurs eux-mêmes qui ont pris le risque, et je voudrais vous dire, pour ce qui est des livres de Hachette, que c'est précisément parce que Hachette s'adossait sur un diffuseur, c'est-à-dire un grossiste, qui, sur les 30 dernières années, a pris l'habitude d'importer les livres. Et le problème d'Hachette est simple, c'est-à-dire que quand il y avait les services de Messa Presse au Cameroun, les livres de Hachette et de tous les autres éditeurs français arrivaient dans des conditions de garantie qui permettaient qu'on ait les livres à temps. Messa Presse, c'était un peu leur filière. Voilà. Et donc, il a suffi que le diffuseur, le grossiste qui habituellement commande les livres de Hachette et les rapatrie à ses frais au Cameroun, soit occupé par autre chose pour que Hachette se décide, mais en retard, d'importer ses propres livres. Je crois qu'eux-mêmes, ils auront tiré les leçons de ce qui vient de se passer. Et comme je vous disais au début, il n'est pas raisonnable que des livres qui ne sont pas nouveaux dans les programmes, dont les éditeurs savent qu'ils vont encore avoir 2 ou 3 ans dans les programmes, ne soient pas déjà entreposés. Qu'ils manquent dans les rayons de librairie. Voilà, et qu'ils ne soient pas déjà entreposés. C'est même à l'avantage des éditeurs de ces manuels-là. Nous allons donc exiger aux éditeurs d'avoir des entrepôts qui contiennent tous les autres livres encore inscrits dans les programmes, à l'exception de ceux qu'ils viennent soumettre à l'évaluation pour l'année prochaine. Alors, il y a un des internautes tout à l'heure qui parlait du misanthrope, qui était au programme depuis, on va dire, Mathusalem. Est-ce que sur les romans, les ouvrages camerounais, notamment les romans camerounais, on est dans la même logique, c'est-à-dire qu'un roman met 10 ans, 15 ans au programme? Non, les romans ont la même durée de vie, c'est-à-dire des cycles de 6 ans dans les programmes. Mais la littérature ne correspond pas à un programme rédigé. Elle correspond à un esprit et à des valeurs qu'on veut inculquer. C'est pour ça qu'on enseigne les classiques. Parce que les classiques, du point de vue de la langue, du point de vue des sujets... eux, ils restent. Voilà, du point de vue des sujets qui sont abordés, ils sont toujours d'actualité. Donc, les éditeurs camerounais qui ont dans leur catalogue de bons auteurs ont des chances d'entrer dans les programmes. Je voudrais vous rappeler que la brave camerounaise Djaïli, qui est qualifiée pour le prochain tour du Goncourt, est entrée dans les programmes cette année, dans le sous-système anglophone, enseignement du français. Et donc, tous les éditeurs de qualité, tous les auteurs de qualité camerounais ont leur place dans les programmes. Mais il faut que tous ces auteurs comprennent que l'inscription d'un roman, d'une pièce de théâtre, d'un recueil de poèmes dans un programme d'enseignement, c'est le point le plus élevé de la consécration d'un auteur. Est-ce que vous comprenez que certains auteurs camerounais, justement, qui, dans les ouvrages ou dans les romans, sont au programme ou ont été au programme pendant un certain nombre d'années, lorsque ces ouvrages-là sont retirés du programme, ils le reçoivent comme une sorte de grosse défaite, grosse déception. Ils ne sont pas les seuls. Il y a tous les autres qui sont en attente d'entrer dans les programmes. Et j'ai beau jeu d'expliquer aux jeunes auteurs que vous ne pouvez pas commencer là où on termine. Comment on fait pour consolider sa place? La première chose, c'est que quand vous écrivez un roman, un recueil de poèmes, une pièce de théâtre, votre éditeur la met sur le marché. Et les lecteurs la lisent et la qualité de votre œuvre est reconnue d'abord à ce niveau-là, pas les critiques. L'œuvre a un parcours pour arriver à la consécration qu'est le programme. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de prix littéraires. Les prix littéraires sont l'occasion de célébrer la qualité des œuvres. Absolument. Voilà. Et donc, si on en avait en grand nombre, on aurait comme des paliers que les œuvres doivent franchir pour atteindre le sommet. L'unanimité est faite aujourd'hui sur la valeur de l'écriture, sur les thèmes traités par Mme Djaïli. Et c'est pourquoi, si son œuvre entre au programme, personne ne peut dire que c'est du favoritisme.
Cette femme qui est consacrée ailleurs, elle a eu le prix Orange, qui est un prix africain. Maintenant, elle est en compétition pour le Goncourt, a sa place dans les programmes. Qui n'est pas rien. Elle a sa place dans les programmes comme les Mongo Betty, Ferdinand Huneau, comme Gaston Polefa, comme Léonora Miano récemment. Est-ce qu'il n'y a pas de baronnie dans ce secteur-là, justement? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui estiment que, bon, parce qu'il s'agit de moi, je dois être au programme. On est au programme par la qualité de son œuvre. Et la ne s'accompagne pas de la classe ou du statut social de son auteur. Lorsque l'œuvre est bonne, elle s'impose à tous. Et lorsqu'elle est consacrée de façon unanime par la critique, lorsqu'elle est célébrée, cela signifie qu'elle est porteuse de valeurs qui peuvent aider notre société à se construire. Parce que la littérature, en fait, nous aide à nous construire une âme commune. Et lorsque nous lisons une bonne œuvre, nous nous efforçons de nous comprendre et de nous accepter tels que nous sommes. Et de nous ouvrir aussi, puisque la littérature sert à cela. Une dernière question, professeur Marcellin Vunda-Etoa. Oui, là on parle de littérature, nous parlons du fond, mais sur la forme. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le secteur du livre est un bon business pour les Camerounais? Je pense que c'est un secteur qui est doublement une bonne affaire. Pour ceux qui sont... C'est inapproprié de dire business. Non, il y a le business, parce que le livre a une double valeur, une valeur économique et marchande et une valeur sociale et culturelle. Alors, s'investir, parce qu'on voit des manias de l'industrie créer des fondations, c'est-à-dire qu'ils veulent revenir au social, voyez, parce qu'ils ont beaucoup d'argent et l'argent en lui-même ne sert à rien s'il ne sert pas à aider les humains. En investissant dans le secteur du manuel scolaire, on fait une œuvre sociale. Parce qu'on donne aux enfants la possibilité de se former, on donne à un pays l'occasion et la possibilité de se consolider dans ses composantes. En faisant des investissements dans le secteur du manuel scolaire, on fait également de bonnes affaires. Parce que, comme je vous ai dit, les parents achètent nécessairement les manuels scolaires. Et ce que nous essayons de faire au Conseil, c'est de tirer au maximum les prix vers le bas pour que le maximum de parents puissent envoyer leurs enfants à l'école. Si vous allez dans les écoles de brousse, vous verrez quelle peut être l'importance du manuel scolaire. Parce qu'il y a des écoles entières, à cycle complet, de la CIL au CM2, qui sont tenues par une seule personne. Si vous avez donc, pour ces enfants-là, les manuels scolaires, pendant que le maître, qui est en même temps directeur et maître de toutes les autres classes, est occupé, dans une des classes, si les enfants ont les manuels, il a de meilleures conditions de leur encadrement. Donc, le secteur du manuel scolaire est un excellent business. Je ne pense pas qu'il y en ait un au-dessus de celui-là, parce qu'il associe les deux choses qui sont incompatibles ailleurs. On peut gagner de l'argent honnêtement et on peut faire œuvre sociale, culturelle, œuvre utile dans le secteur du manuel scolaire. Business social. Vous avez trouvé la formule. Professeur Marcellin Vunda-Etoa, secrétaire permanent du Conseil national d'agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques. Le matériel didactique, on en parlera peut-être au cours d'une autre émission. Qui sait. Vous étiez l'invité d'actualité de ce dimanche et merci de votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie de votre aimable invitation, M. Chérif. Madame, Monsieur, Actualité Hebdo s'achève. Merci de votre aimable attention. Restez en compagnie des programmes de la CRTV. Dimanche prochain a été un autre jour. Bonsoir.